Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition. Je suis Jérôme Gage et je coordonne l'organisation de cette Semaine de la dénutrition pour le compte du collectif de lutte contre la dénutrition qui s'est vu confier donc par le ministère de la Santé et des Solidarités l'organisation de cette Semaine de la dénutrition. Des milliers d'événements partout en France, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans des associations, des organismes mutualistes, des collectivités locales, et puis cette série de programmes de webinaires que nous organisons avec notre partenaire Idealco, la plateforme collaborative que je remercie. Et nous avons souhaité, et vraiment j'en suis très content et je les remercie très chaleureusement, mobiliser l'ensemble des acteurs du domicile et notamment les grandes fédérations du domicile, que sont l'UNA, ADEDOM, la FEST, la FEDESAP, le CINERPA, la DMR, parce que les enjeux de la dénutrition à domicile sont souvent un peu sous la toise. Moi, bien regarder qu'en EHPAD ou à l'hôpital, et que c'était aussi l'occasion de sensibiliser, former, mobiliser l'ensemble des acteurs. On a des actions qui se déploient et on va les évoquer aujourd'hui. Donc voilà, merci à tous les participants qui sont présents. On a 1 heure ensemble, c'est l'objectif de ces webinaires, sur la pause du déjeuner. Puis naturellement, ils seront visionnables tout au long du reste de la semaine et au-delà. Et puis derrière ça, c'est la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Voilà, donc sans plus tarder, pour poser le cadre des enjeux relatifs à la dénutrition des personnes âgées à domicile, je vais donner la parole à Agathe Reynaud-Simon. Alors Agathe, elle a cette double particularité d'être une des membres fondatrices du collectif de lutte contre la dénutrition avec le professeur Éric Fontaine qui en est le président. Elle est présidente de la Fédération française de nutrition. Elle vient de participer à l'élaboration des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont été rendues publiques le 10 novembre dernier sur le diagnostic de la dénutrition chez les personnes âgées. Elle est gériatre elle-même et donc voilà, c'est la mieux placée au sein du collectif pour parler de ces enjeux particuliers qu'elle connaît, y compris pour avoir travaillé notamment avec le Gérondif en Île-de-France sur les enjeux de la dénutrition à domicile. Agathe, je te cède la Merci, parole. merci Jérôme. Donc, on va faire un petit point de ce que c'est que la dénutrition et comment on peut l'aborder dans votre pratique quotidienne. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la dénutrition? Alors sur le principe, c'est assez simple, c'est quand on ne mange pas assez par rapport à ses besoins. Donc on peut soit avoir une diminution des apports, soit une augmentation des besoins qui peuvent se voir dans certaines maladies. Le plus souvent, et la part la plus importante, c'est la diminution des apports alimentaires parce qu'on manque d'appétit. Et c'est ça que vous voyez chez des personnes à domicile qui ont besoin d'aide à domicile. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange moins que ses besoins? On maigrit. Et donc, on va aller puiser dans ses réserves ce qu'il nous faut comme énergie, comme nutriments pour faire vivre nos organes. Alors, on va aller piocher un peu d'énergie dans le tissu adipeux. Et donc, les personnes qui sont dénutries perdent un peu de matière grasse. À la limite, ce n'est pas toujours un problème s'il y a un peu de marge. Si on est très maigre, déjà, ça devient vraiment un problème. Mais le problème, c'est que quand on est malade et quand on n'a pas beaucoup d'appétit, quand on perd du poids, c'est surtout du muscle qu'on perd. Et si on perd du muscle, on s'affaiblit. On va avoir une diminution de la force musculaire. Et c'est ça qui est associé à une vitesse de marche lente chez les personnes âgées, aux difficultés à monter et descendre les escaliers, et pour certaines même à se lever de leur fauteuil. Donc, une personne dénutrie s'affaiblit physiquement. Et ça va vers aussi la diminution des capacités fonctionnelles, les risques de chute et de fracture. Mais on ne s'affaiblit pas que physiquement, on s'affaiblit aussi sur le plan immunitaire. Et donc, le risque de faire des infections graves est plus important. On l'a très bien vu au moment de la Covid et encore, ce sont les plus vulnérables, les plus dénutris, les plus fragiles sur le plan nutritionnel qui font les formes les plus graves et qui meurent le plus, d'où l'importance de la mortalité dans les EHPAD quand le Covid est arrivé. Et ce qu'on sait pour la Covid, on le savait déjà pour la grippe, on le sait aussi pour les infections nosocomiales qui sont beaucoup plus fréquentes à l'hôpital chez les dénutris que chez les non-dénutris. Donc, en plus d'aggraver la dépendance, d'aggraver le risque d'infection, on sait que ça augmente aussi les complications médicales et chirurgicales à l'hôpital. Si on est à la maison, ça va augmenter le risque d'hospitalisation. Et puis, on peut des fois mourir de dénutrition. Nous, on voit des gens qui ont perdu 15 kilos, 20 kilos, qui sont complètement affaiblis. Et quelquefois, donc, on arrive assez tard sur certaines situations qu'on aurait
pense, peut-être mieux pu aborder si elles avaient été identifiées plus tôt. Et donc, c'est tout l'intérêt, c'est d'identifier précocement la dénutrition. Alors, il y a différentes formes de dénutrition. Vous voyez ici quelqu'un qui est très maigre, donc il a perdu à la fois beaucoup de gras et beaucoup de muscles. Mais la réalité, c'est qu'on aimerait bien pouvoir faire un diagnostic de dénutrition avant d'en arriver là. Parce que là, évidemment, ça saute aux yeux, mais il y a des formes plus précoces. Il y a aussi ce qu'on appelle, on peut avoir une dénutrition aussi si on est en surpoids. Et donc là, il ne faut pas se faire piéger par le fait que la personne soit en surpoids. Vous voyez, là, je vous ai représenté 3 petits bonhommes. Il y en a, disons, celui-ci, il est jeune, et puis il est mince, et il a des beaux muscles et pas trop de gras. Et puis, quand on regarde sa coupe de cuisse en IRM, eh ben, on s'aperçoit que l'IRM montre, vous voyez, une surface musculaire qui est importante à l'intérieur de la cuisse, c'est tout ce qui est gris et bien homogène, un fin liseré de tissu adipeux autour, et puis le fémur qui est ici au milieu. Et puis, avec le temps, avec l'âge, avec un peu de sédentarité, la personne va prendre du poids, et là, elle va devenir en surpoids ou en situation d'obésité. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de gras et pas beaucoup de muscles. Et vous voyez, il y a même un peu de gras collé aux muscles. Et quand on regarde cette coupe de cuisse en IRM, on s'aperçoit que le tissu adipeux prend une grande place dans la surface musculaire, dans la surface de la cuisse, que la surface musculaire est réduite avec, vous voyez, cette infiltration de graisse entre les faisceaux musculaires. Et en réalité, il y a même des gouttelettes de gras à l'intérieur des fibres musculaires. Et donc ça donne une mauvaise performance musculaire. Et c'est pour ça que ce monsieur que vous voyez en haut et à droite, il est certainement en surpoids et il y a un certain nombre de gens qui vont passer devant en disant ce monsieur, il n'a pas de problème de dénutrition. En fait, c'est faux. Il n'arrive plus à se lever de son lit tout seul. Il a besoin d'un déambulateur et encore, ça va lui demander un effort. Et donc, ce monsieur, il est dénutri. Alors, quand on va chez des personnes âgées qui vivent à domicile mais qui ont besoin d'aide professionnelle, il faut savoir qu'une personne sur 4 va être à risque de dénutrition. Donc, c'est beaucoup. C'est des personnes qui ont déjà perdu du poids, qui sont à risque d'en perdre encore et qui sont à risque de perdre de la mobilité en particulier et de développer des complications médicales. Alors, pourquoi est-ce qu'on maigrit? Alors, la première chose, c'est que ce n'est pas du tout normal de maigrir en vieillissant. Si on maigrit, c'est qu'on a des problèmes de santé qui peuvent être une grosse maladie, par exemple un cancer, une insuffisance rénale terminale, une insuffisance cardiaque ou respiratoire qui a un impact sur la vie de tous les jours. Et ça peut être aussi parce qu'il y a un impact de ces maladies sur la dépendance. Donc, ça peut être aussi une association de problèmes de santé qui ne paraissent pas si importants les uns avec les autres, mais associés vont entraîner la dénutrition. Par exemple, quelqu'un qui a à la fois mal au genou, donc il a du mal à se déplacer, qui prend des antalgiques, qui des fois ne sont pas très bons pour l'appétit, et puis après, c'est quelqu'un qui a un peu du mal à respirer, qui est un petit peu déprimé, etc. Et l'ensemble fait qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'anorexie, d'une part, ils n'ont pas faim, et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire manger quelqu'un qui n'a pas très faim. Et si elle n'a pas faim, elle a en plus des difficultés à faire les courses et préparer les repas, elle manque de motivation et quelquefois les problèmes bucco-dentaires aggravent la situation. Donc au total, la dénutrition, c'est une maladie fréquente, grave, puisqu'elle, vous voyez qu'elle va jusqu'aux hospitalisations et aux décès et aux infections, mais on sait aussi qu'elle est curable. Si on fait une prise en charge nutritionnelle suffisamment tôt et suffisamment bien menée, on peut améliorer vraiment le pronostic des personnes âgées. Et donc, l'enjeu, c'est de prévenir la dénutrition et puis de la dépister précocement. Et quand elle est là, il faut la traiter. Comment on fait rapidement? Il y a, disons, 4 grandes lignes. La première, c'est de ne pas perdre de poids. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'à domicile, le poids soit surveillé une fois par mois et qu'on donne une alimentation, disons, appétissante, goûteuse, diversifiée. Et dans cette alimentation, il faut manger suffisamment de protéines.
Il y a une idée qui court un peu, mais qui est fausse, c'est que les personnes âgées, elles ont besoin de manger moins de viande, disons moins de protéines que les personnes plus jeunes. C'est faux. Même à poids égal, une personne âgée a besoin de manger plus de protéines qu'une personne plus jeune. Donc, il faut manger viande, œufs ou poisson 2 fois par jour et des laitages 3 ou 4 fois par jour. Après, vous avez compris que la dénutrition, c'est beaucoup une affaire de muscles. La meilleure façon de stimuler ces muscles, c'est de faire de l'activité physique simple comme marcher, monter et descendre les escaliers, faire ce qui leur plaît en réalité, du moment qu'on fait fonctionner ces muscles. Et enfin, la supplémentation en vitamine D, qui dépend d'une prescription médicale, elle doit être faite parce que les muscles ont aussi besoin de cette vitamine pour bien fonctionner. Comment la dépister précocement? À mon avis, beaucoup d'entre vous ont déjà identifié les pistes. Le plus important, le marqueur le plus sensible, c'est la perte de poids. Et donc, c'est important, je vous rappelle, de peser tous les mois les personnes âgées. La perte d'appétit qui peut venir progressivement, et donc ça, c'est un peu plus difficile à identifier. Si elle vient tout à coup, c'est plus facile à dépister. Et puis, on peut aussi se fier à des vêtements qui deviennent trop grands, des ceintures où il faut changer l'écran. Quand on regarde dans la cuisine, si le placard et les réfrigérateurs sont vides ou il y a des aliments périmés, c'est des indicateurs aussi. Et puis, si on manque de force, comme manque de force pour se lever d'une chaise, manquer de force pour monter des escaliers. La marche lente et une chute doit toujours faire penser à la dénutrition et revoir l'alimentation d'une personne. Le traitement, c'est de l'alimentation avec du goût, des couleurs, des textures adaptées, des plats enrichis. Quand on n'a pas très faim, c'est plus facile de manger des calories et des protéines dans un petit volume. Et donc, on va concentrer l'alimentation. Au mieux, le repas va se passer dans un environnement plutôt convivial. Et en réalité, c'est vraiment important qu'il y ait une présence au moment des repas, même si ce n'est pas toujours si simple à organiser. Il faut essayer d'éviter les longues périodes de jeûne nocturne. Par exemple, si une personne dîne à 18 heures et qu'elle va prendre son petit déjeuner à 9 heures, ça fait beaucoup de temps pendant lequel l'organisme va être obligé là, de nouveau de puiser dans ses réserves pour maintenir ses organes, maintenir sa glycémie. Et donc là, il y a un risque de faire fondre ses muscles. Et donc, on peut imaginer des collations, soit un peu plus tard le soir, soit tôt le matin, voire au milieu de la nuit. Les personnes âgées ne sont pas des bébés qui dorment 12 heures d'affilée. Quand ça ne suffit pas, on peut avoir recours aux compléments nutritionnels oraux qui ont justement cet intérêt d'être très denses en énergie, très denses en protéines. C'est le médecin qui le prescrit, ça s'achète en pharmacie et on peut aussi les acheter sans ordonnance, mais à la fin, c'est peut-être mieux si elles sont remboursées. Et puis, si ça ne suffit pas, dans certaines situations qu'on voit nous ici à l'hôpital, quand la perte de poids est très importante et que la personne n'arrive pas à manger, on va vers la nutrition artificielle, la nutrition entérale, le plus souvent, qui doit être démarrée à l'hôpital, mais qui peut être poursuivie à domicile. Gérondif, le Gérontopôle d'Île-de-France, a élaboré une petite vidéo qui est spécialement destinée aux aides à domicile, qui est en accès direct, gratuit sur le site du collectif des nutritions et qui montre en 5 minutes justement les grandes lignes de ce qu'il faut savoir pour identifier la perte d'appétit, savoir comment alimenter et quelques messages principaux. Voilà, j'en ai fini. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci, merci Agathe. Pardon, je n'avais pas réactivé le micro. Merci pour ce panorama d'ensemble. Et donc, comme prévu, je cède la parole tout de suite à notre deuxième intervention. Alors, je l'ai dit qu'on mobilisait l'ensemble des acteurs des fédérations et des acteurs du domicile. Et donc, je ne sais pas si Daphna est déjà bien connectée. Daphna Mouchenik. Oui, bonjour, je suis là, Jérôme. Formidable, Daphna, voilà, j'étais sûr. Donc, il y a la présidente du Synerpa Domicile, qui est par ailleurs directrice d'un SAD qui s'appelle Logivitae et qui est très engagée, merci à toi, Daphna,
dans la mobilisation autour de la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, on va rentrer dans le vif, c'est-à-dire vous qui êtes au contact des personnes âgées, à travers vos auxiliaires de vie, à travers les professionnels, comment la question de la nutrition, de l'alimentation et de la dénutrition, vous la vivez au quotidien? Bonjour Jérôme, surtout merci à toi et au collectif parce qu'en fait, cette semaine de lutte contre la dénutrition est pour nous à la fois une fantastique occasion de rappeler la situation que peuvent vivre les gens à domicile et rappeler à quel point il est important que nous soyons vigilants, nous, professionnels du domicile, mais à la fois aussi raconter et mettre en lumière tout ce que font les auxiliaires de vie pour éviter que les gens se dénutrissent alors même qu'ils sont chez eux. Donc ça a été, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup emballés quand tu nous as proposé de nous investir. Et c'est vrai qu'on a réfléchi à comment arriver à être au plus près des auxiliaires de vie parce que parfois on est animé de bonnes intentions et puis en réalité, si on n'arrive pas à les toucher elles, on n'arrive pas véritablement à faire vivre ce projet. Et c'est elles qui sont quotidiennement auprès des personnes les plus fragiles. Et je tiens à rappeler que, contrairement aux idées un peu parfois reçues de certains, les auxiliaires de vie n'accompagnent pas des gens en forme, quoi. C'est-à-dire, on imagine qu'à domicile, on accompagne des gens qui auraient besoin d'un petit coup de pouce pour le ménage et les courses. Ça, c'est quand on a la chance de pouvoir intervenir auprès de ces personnes-là, on est dans le cadre de la prévention et c'est très bien, on peut leur permettre de rester en forme plus longtemps, mais bien souvent, on a affaire à des personnes qui sont dans le même état de santé qu'en établissement. Et effectivement, ce que vous décriviez très bien, la perte d'appétit, la perte d'envie, les problèmes de mastication, enfin voilà, font que les personnes peuvent glisser très, très vite. Et donc, on en a profité pour lancer en interfédération une grande campagne de SMS où chaque jour, nos auxiliaires de vie, via leurs services qui se sont engagés dans cette campagne, reçoivent encore aujourd'hui et jusqu'à demain, si je ne me trompe pas, parce que c'est une semaine qui commençait le vendredi, un SMS avec notamment, si je ne me trompe pas, le lien du petit film que vous évoquiez tout à l'heure, mais plein de conseils pratico-pratiques. Et ça arrive vraiment là au cœur de l'action, parce que c'est l'auxiliaire de vie qui le reçoit sur son téléphone. Donc je crois que c'est vraiment une action très, très concrète et qui va marquer et qu'il faudra, à mon avis, renouveler parce que du coup, c'est vrai que dans cette période hyper tendue, arriver à réunir nos équipes, comme je te disais, je suis avant tout directrice d'un service et je sais combien combien tout est tendu dans les emplois, l'organisation des emplois du temps. C'est quand même extrêmement compliqué d'arriver à les réunir. Et donc là, concrètement, avec ces SMS, on peut les toucher très facilement. Et puis, ce que j'essaye de faire, et d'ailleurs, j'aimerais bien que tout le monde, j'ai vu que c'était un peu repris, mais allez-y, voilà, faites circuler les vidéos, c'est surtout que ce soit elles qui fassent remonter ce qu'elles font, comment elles font pour éviter la dénutrition des personnes qu'elles accompagnent. Donc, là, j'en ai filmé quelques-unes et effectivement, je les ai mises sur les réseaux pour qu'on voit ce qu'elles font parce qu'elles sont sinon le reste du temps invisibles. Et donc, elles expliquent très bien. Il y a une auxiliaire de vie qui explique qu'elle constate qu'une dame dont elle s'occupe ne mange pas et en fait, ne lui dit pas pourquoi elle ne mange pas. Et en fait, elle comprend qu'elle a un problème d'appareil dentaire et que cette dame, ça la gêne à la fois beaucoup de dire qu'elle a un appareil dentaire et à la fois ça la gêne pour manger. Et donc, elle va réussir à trouver une solution pour que la dame, malgré tout, s'alimente correctement et ne perde pas de poids. En fait, j'ai très envie aussi que du coup, nos auxiliaires de vie témoignent de tout ce qu'elles font au quotidien. Elles sont de véritables agents de prévention et sans elles, la situation à domicile pour ces personnes, sur le plan de la dénutrition, serait certainement, je ne vais pas dire catastrophique, mais bien plus difficile. Voilà, je sais que le temps qui m'était accordé est limité. Je
Jérôme, on t'entend pas? Voilà, Merci. non, il faut à chaque fois, pardon, mais à chaque fois, j'oublie de réactiver C'est mon pas grave. micro. Merci beaucoup, Daphna. Alors, j'en profite pour vous redire, j'ai oublié de le dire au démarrage, que naturellement, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire à tout moment en utilisant l'onglet qui est en bas à droite, qui s'appelle Q et R, comme question-réponse. Donc, vous rédigez en style télégraphique votre question et puis on les relaiera à la fin des différentes interventions. Voilà, donc je passe tout de suite la parole à Hélène Sichonski, qui est ergothérapeute et qui, à Domus Prévention, va nous permettre de faire un focus sur comment on peut former justement les professionnels du domicile à la dénutrition. Oui, bonjour à tous. Est-ce que mon écran est bien partagé, juste pour être sûr? Ça a l'air d'être le cas, on n'a pas encore, voilà, tout va bien. Non. En plein écran, Voilà. j'essaye. Prends juste un peu de temps. Voilà, parfait. Donc, non, oui. Donc, voilà, moi, je suis ergothérapeute référente à Domus Prévention. Donc, pour réexpliquer un petit peu, donc Domus Prévention, on a un réseau national de diagnostiqueurs autonomie habitat formés à la méthode de réalisation de diagnostic. C'est environ 300 ergothérapeutes conventionnés sur tout le territoire de France. Et voilà, les diagnostics sont réalisés via une application qui est innovante et qui permet une évaluation du domicile avec une édition d'un rapport détaillé. Et on a plusieurs niveaux de diagnostic. Donc là, aujourd'hui, on va un peu plus vous expliquer en fait le contexte des formations. En fait, Domus Prévention a créé un partenariat avec un centre de formation déclaré en préfecture, une offre de formation qui permet aux différents professionnels intervenant à domicile, donc notamment les auxiliaires de vie, de pouvoir réaliser des diagnostics autonomie habitat. Puis en fait, c'était initialement notre offre de formation et après en fait, on s'est rendu compte que l'auxiliaire de vie, en fait, c'est vraiment la personne qui est centrale dans le suivi des personnes âgées parce qu'elle réalise en fait un suivi presque quotidien et au long terme. Et donc, c'est vraiment la personne qui peut être un vigile en fait des problèmes au domicile chez les personnes âgées. Donc le but de nos formations en fait c'est d'apporter plus de connaissances aux auxiliaires de vie, donc une montée en compétences et c'est de permettre à la personne avec les bonnes connaissances de pouvoir reconnaître et suspecter en fait des lieux à risque de chute dans le logement ou des problèmes liés à la nutrition chez la personne âgée et également une sédentarité chez la personne âgée puisque on voit bien que tout ça, c'est très dépendant, en fait. L'alimentation, l'activité physique et l'environnement, ça permet à la personne de rester à domicile dans les meilleures conditions physiques. Si tout autour est bien maintenu, si elle a un environnement adapté, qu'elle a une bonne activité, qu'elle n'est pas sédentaire et qu'elle s'alimente bien, il y aura moins de chutes et la personne pourra rester à son domicile dans les meilleures conditions. Donc, la formation, en fait, c'est une formation qui est dispensée sur 3 jours, soit 21 heures, donc par un ergothérapeute diplômé d'État, donc de Domus Prévention. La formation, elle a pour objectif donc, de permettre aux stagiaires, donc aux auxiliaires de vie, de maîtriser les apports théoriques sur le vieillissement, les dangers relatifs au logement et les adaptations du logement possible, de repérer les risques domestiques, de prendre en main les outils de diagnostic, donc c'est-à-dire notre application qui fonctionne sur une tablette, être sensibilisé autour du thème de la nutrition et de la dénutrition, et être sensibilisé autour du thème de la sédentarité et de l'activité physique. Donc voilà, ça reprend un petit peu. En fait, c'est une formation qui se fait vraiment de manière assez ludique. En fait, il y a beaucoup d'échanges. On part quand même pas mal des retours des personnes qui sont sur le terrain. Le but, c'est vraiment de donner des réflexes aux auxiliaires de vie pour qu'elles puissent réussir à objectiver en fait des problèmes à domicile. Donc voilà, comme je disais, c'est maîtriser les apports théoriques sur le vieillissement, connaître les adaptations du logement possible. Il y a des mises en situation qui sont faites avec un simulateur de vieillissement pour permettre aux personnes en fait de ressentir aussi au quotidien qu'est-ce que c'est le vieillissement. Donc de sentir les membres qui vont être plus lourds, d'avoir une vision qui va être réduite, de se rendre compte un petit peu de l'impact que ça a, même quand on mange, quand on voit moins bien ou qu'on a des sensations d'engourdissement au niveau des doigts.
l'appréhension de sa fourchette ou de sa cuillère va forcément être impactée. Et c'est important qu'on puisse se rendre compte de l'impact que ça a pour pouvoir accompagner les gens, en fait. Donc, on a toute cette partie-là qui est très intéressante pour les auxiliaires de vie et qui leur permettent, enfin, on a souvent des très bons retours de ça parce que ça leur permet de comprendre parfois ce qu'elles peuvent observer à domicile chez les personnes. Donc, voilà, c'est un petit peu les photos pour mettre en lumière ce que je disais sur le simulateur de vieillissement. Donc, c'est des adjonctions en fait, qu'on vient mettre sur le corps, donc des poids, des lunettes, des choses comme ça, avec lesquelles on va essayer de réaliser des activités du quotidien et se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Donc, concrètement, en fait, dans la formation concernant la partie nutritionnelle, on va aborder, en fait, on va donner des connaissances théoriques aux auxiliaires de vie. Donc, ça va reprendre un petit peu ce que disait Agathe tout à l'heure. Donc, on va parler des besoins nutritionnels. Qu'est-ce que c'est? On va redonner quelques chiffres sur la dénutrition, expliquer un peu les symptômes de la déshydratation, pareil pour la dénutrition. Donc, on va reprendre un petit peu tous ces éléments-là avec elles. Et souvent, ça fait écho, en fait, avec ce qu'elles peuvent observer à domicile. Et le but surtout, c'est après avoir ces clés-là et ces connaissances, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, on va essayer de donner des idées d'actions concrètes à mettre en place à domicile. Donc, ça passe aussi par des petites aides techniques, comme on disait, des personnes qui vont avoir des difficultés au niveau de l'appréhension, mais ça peut être d'essayer de pouvoir les orienter vers des aides techniques, leur donner des conseils pour savoir ce qu'il faut surveiller. Donc, comme on disait, inciter la personne à se peser au moins une fois par mois, être dans de la prévention, donc laisser des bouteilles d'eau au quotidien pour que les personnes elles puissent boire pendant toute la journée, et puis aider la personne aussi à prendre plaisir en mangeant, donc l'accompagner pour lui proposer donc de confectionner des repas, dresser une jolie table, pourquoi pas, préparer avec elle les menus de la semaine pour voir aussi si les menus peuvent être bien variés, et puis essayer de rehausser les goûts avec des choses comme ça. Donc, tout ça, ça permet à l'auxiliaire de vie en fait, d'avoir des petites clés pour aider la personne et au besoin, en fait, si elle se rend compte qu'il y a trop de difficultés chez la personne, de pouvoir la réorienter derrière. Le but de cette formation, c'est pas de faire des auxiliaires de vie des nutritionnistes, hein, c'est de leur donner des clés et des pistes pour qu'elles puissent avoir un premier regard et en cas d'alerte et de besoin, de pouvoir réorienter. Donc, c'est aussi leur donner des supports. Donc, comme là, le guide de nutrition à partir de 55 ans, guide de nutrition pour les aidants des personnes âgées, leur donner des supports pour qu'elles puissent au quotidien les mettre en application et avoir des clés. Et ce qu'on donne aussi, ce qu'on a créé aussi, c'est un petit outil de repérage qui est fourni à l'issue de la formation. Donc, c'est un petit questionnaire court de 6 questions qui permet d'aborder en fait plusieurs aspects autour de la nutrition et qui peut permettre à l'auxiliaire de vie, grâce à ce questionnaire, d'objectiver ou non une dénutrition chez la personne ou une déshydratation, et donc de pouvoir la réorienter et de pouvoir l'accompagner en lui disant, bah voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin pour poursuivre le suivi. Donc là, ce que j'expliquais concernant la dénutrition, c'est ce qu'on fait donc de manière générale dans cette formation, aussi bien pour le logement, donc aider les auxiliaires de vie à prendre conscience des risques à domicile, savoir les repérer, et puis savoir au besoin orienter, donc souvent vers un ergothérapeute. Et pareil, au niveau du sport, connaître l'activité physique, savoir reconnaître la sédentarité, ce que c'est, les impacts que ça peut avoir chez la personne. On leur fournit aussi un petit livret d'activité physique qui peut être donné et accompagné, et savoir vers qui orienter, donc parfois en mairie, les associations, les APA ou autres professionnels qui peuvent après accompagner la personne. Voilà. C'est bon pour moi.
Alors, je vois qu'il y a une question, bonjour à tous, je vois qu'il y a une question de Roux Montero qui demande si les formations sur la nutrition sont animées par les ergots. Est-ce que c'est bien cela? Oui, oui, la formation Sentinelle agent de prévention est toujours animée par un ergothérapeute diplômé d'État. Oui, tout à fait. D'accord, parfait. Merci à vous. Bah, on va peut-être, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser par la suite, hein. On y répondra dans un temps à la fin de ce webinaire également. Alors, je ne sais plus exactement qui doit suivre dans la présentation. Je pense que M. Gage a une déconnexion. Alors, c'est Hélène Sikonski, qui doit parler. Et après, c'est Élodie Lanaise. Allons-y alors. Merci beaucoup en tout cas pour votre présentation. Alors, bonjour à tous. J'espère qu'on m'entend correctement. Donc, moi, je suis Élodie Lanné. Je suis responsable d'un pôle autonomie et prévention et référente nutrition au sein de l'association Eden, qui est un service d'aide et d'accompagnement à domicile affilié au réseau UNA. Donc, l'idée donc, par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, c'était aussi de faire le lien avec la prévention de la dénutrition et la dimension des proches aidants. Puisqu'effectivement, moi, dans le cadre de mes missions, on accompagne aussi les aidants et on est fortement sollicité par les aidants sur le plan de l'alimentation des proches accompagnés, puisqu'on voit globalement que l'aidant se soucie régulièrement de l'état nutritionnel de son proche. C'est même bien souvent une inquiétude forte où l'aidant va dire oh, bah, je trouve que ma maman ne mange pas suffisamment, je trouve que mon époux se désintéresse un petit peu de l'alimentation. Donc, c'est vrai que c'est une porte d'entrée avec les aidants qui est assez importante. Je fais un petit peu écho à des choses qui se sont dites depuis le début du webinaire, c'est qu'on a vraiment tout intérêt aussi à faire un gros travail sur les idées reçues en matière de nutrition. Parce qu'on a toujours des aidants qui vont aussi se dire, au-delà de leur inquiétude, c'est peut-être normal si la personne a perdu autant de poids, quand on vieillit, on a moins besoin de manger, ça arrive à tout le monde. Et je pense qu'il y a vraiment ce gros travail que nous on mène en tout cas pour lever ces idées reçues et pour dire bah non, c'est pas parce que la personne est vieillissante que nécessairement elle perd du poids et que nécessairement on doit adapter ses repas avec des repas trop légers ou inadaptés pour elle. Donc ça, c'est vrai qu'il y a vraiment ce travail qui est mené très, très largement. Là où c'est aussi intéressant par rapport aux proches aidants, c'est que, comme je vous disais, la prévention de la dénutrition et l'accompagnement à une bonne alimentation, c'est une porte d'entrée qui va permettre aussi d'accompagner l'aidant ensuite d'une autre façon et prévenir, on va dire, un petit peu les effets transversaux d'épuisement de l'aidant ou parfois des aidants qui pourraient être aussi un peu maltraitants, entre guillemets, par rapport à l'accompagnement au repas, parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés ou parce qu'ils n'ont pas reçu les clés nécessaires à un bon accompagnement. Donc moi, j'utilise avec les auxiliaires de vie de la structure et aussi avec les proches aidants, l'outil qui a été conçu par Madame Reynaud-Simon, l'outil Parade, que je trouve vraiment extrêmement intéressant parce qu'il est clair et concis. Et c'est vrai que ça permet finalement en très peu de temps d'avoir quand même une première approche et d'évaluer dans un premier temps un éventuel risque de dénutrition. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très précieux. On utilisait auparavant les tests MNA, mais qui finalement étaient difficiles à s'approprier pour les auxiliaires de vie et encore plus pour les aidants, qui étaient quand même trop techniques et avec trop de questions un petit peu éloignées des compétences, en tout cas des aidants. Donc c'est vrai que je remercie Madame Reynaud-Simon pour cet outil qui est vraiment extrêmement accessible et extrêmement intéressant. Donc, globalement, moi, mes missions en tant que référente nutrition, c'est aussi de pouvoir me rendre à domicile à la rencontre des aidants sous forme de visite à domicile pour leur apporter des conseils ciblés par rapport à la situation des proches. Donc, soit directement de façon individualisée, soit on peut aussi inviter les aidants à venir sur des ateliers collectifs
autour de la prévention de la dénutrition, autour de l'alimentation des personnes âgées, autour de l'équilibre alimentaire, pour aussi leur montrer qu'en collectif, ça peut être intéressant de partager avec d'autres personnes sur les difficultés rencontrées au domicile, sur les techniques qui peuvent marcher dans le cadre de la préparation des repas, etc. Donc, on a vraiment plusieurs modalités. On va travailler aussi avec les aidants sur tout ce qui est enrichissement des repas, comme on l'évoquait tout à l'heure. On travaille aussi beaucoup autour de la prévention et l'accompagnement des troubles de la déglutition, parce que ça, pour les aidants, c'est vraiment source de beaucoup d'angoisse lorsque leur proche est victime de troubles de la déglutition. Parfois, il y a aussi des décisions qui sont peut-être prises un peu trop vite, où l'aidant se dit on va passer tout de suite à de l'alimentation entièrement mixée parce qu'on a trop peur qu'il y ait des soucis, alors qu'en réalité, il y aurait eu sans doute des adaptations qui auraient pu être faites beaucoup plus progressivement. Donc, c'est vrai que c'est un gros travail aussi et une grosse demande de la part des aidants. Globalement, mon objectif aussi, c'est un peu la même chose que quand on parlait des auxiliaires de vie, c'est à un moment donné, comment on arrive à passer d'observation informelle à un réel repérage d'un risque de dénutrition. Et c'est ça que je trouve tout l'enjeu quand même de nos interventions. Comment aller au-delà de je trouve que ma maman ne mange pas beaucoup en ce moment, j'aimerais bien que ça change, elle a peut-être un petit souci, à vraiment une solution adaptée au domicile qui permet son maintien à domicile. L'enjeu également, enfin, c'est vraiment la coordination entre les proches aidants et les intervenants au domicile. Donc, nous, on essaie de développer, et ça va vraiment être un projet aussi pour 2022, des actions qui vont être à la fois destination des aidants, mais aussi des auxiliaires de vie, pour qu'il puisse y avoir finalement un discours commun et des perspectives d'accompagnement communes au domicile, pour qu'il y ait vraiment un binôme aidant et intervenant professionnel qui puisse être vraiment efficient au domicile et que tout aille vraiment dans le sens du bien-être du proche accompagné. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Lanaise. Désolé, c'est juste au moment de passer le relais, j'ai eu une connexion qui a sauté. Écoutez, merci beaucoup pour ces éléments. Donc, on continue notre tour d'horizon sur les différentes portes d'entrée des sujets relatifs à la dénutrition. Après avoir fait un focus sur les formations, sur les enjeux de prévention, on va avoir le regard d'un acteur qui est essentiel. On le dit tout au long de cette semaine de la dénutrition. C'est naturellement le rôle des diététiciens et des diététiciennes. Donc, je passe la parole à Julie Antoine, qui est à la FESP et qui est diététicienne. Bonjour, oui. Tout le monde m'entend bien? Parfait. Ok. Alors, voilà, je me présente. Je m'appelle Julie Antoine, je suis diététicienne pour les menus services. Donc, on est une société de portage de repas à domicile pour les personnes âgées et en situation de handicap également. On est service à la personne. Donc, c'est vrai que le sujet de la dénutrition, on le vit tous les jours au quotidien, autant dans la préparation, l'élaboration des menus, que pendant la livraison, donc avec nos livreurs. Mais également aussi à travers différentes formations qu'on peut proposer sur des informations à la dénutrition. Donc nous, en fait, le rôle essentiel qu'on a dans le cadre de la prévention de la dénutrition, c'est tout d'abord au niveau des menus qu'on peut proposer auprès de nos bénéficiaires. Donc voilà, on va avoir un large choix de repas. Donc en moyenne, on a 5 choix d'entrée, de plats de garniture, de laitage et de desserts par jour. Donc on peut correspondre au maximum au goût de chacun. Voilà, on a différentes façons de fonctionner également pour les menus. Ils peuvent venir choisir eux-mêmes ou je peux m'occuper directement des menus en fonction des différentes pathologies, des différents régimes. Donc voilà, on s'occupe également pour toute personne qui a des problèmes de mastication, de déglutition. On va avoir différentes gammes au niveau des textures. Donc pour pouvoir correspondre pareil au maximum de personnes, couvrir le plus large
la plus large population. Donc, on va passer de l'alimentation normale à l'alimentation facile à manger, à l'alimentation hachée, à l'alimentation mixée, de façon à ce que chaque bénéficiaire puisse continuer à se nourrir. Donc voilà, au niveau des différentes démarches qu'on peut avoir sur la dénutrition et sur l'accès à la nutrition pour nos personnes âgées qui sont des populations à risque. Au niveau de la livraison, en fait, voilà, tous les jours, on a une livraison auprès de nos bénéficiaires. Donc, on arrive quand même à avoir un certain lien social avec chacun de nos bénéficiaires. À force, on connaît leurs petites habitudes, voilà, si on a besoin d'ouvrir le volet ou ce genre de choses. Donc, on a un rôle essentiel puisque voilà, on a un rôle de veille sociale où on n'est pas des simples livreurs, on va vraiment jusqu'à déposer nos repas dans le frigo de chaque bénéficiaire de façon à pouvoir avoir un regard sur son alimentation. Si la personne mange la totalité de ses repas, s'il y a besoin d'une adaptation, et si on se rend compte que voilà, une personne qui mangeait très bien jusqu'à présent, au final, d'un coup, ne mange plus, a une baisse d'appétit ou ce genre de choses, on va pouvoir tout de suite détecter le moindre changement alimentaire et alerter le plus rapidement possible les aidants. De la même manière, voilà, si une personne ne répond pas pendant la livraison, que ce n'est pas normal, on va vraiment avoir ce rôle de veille sociale et ce rôle d'alerte auprès voilà, des médecins, auprès des aidants, pour pouvoir avoir tout de suite une action et pouvoir solutionner le moindre problème. On propose également aussi des formations, donc, dont j'anime les formations sur la dénutrition. Récemment, on a pu faire une formation pour des aides à domicile, donc notamment c'était des aides à la toilette et des aides au repas, pour qu'elles puissent aussi, en tant qu'intervenant à domicile, pouvoir visualiser le moindre signe de dénutrition. Donc, comme on en parlait avec Madame Reynaud-Simon, voilà, au niveau des signes de dénutrition, effectivement, il y en a plein auxquels on ne pense pas forcément. Donc, effectivement, les vêtements qui flottent, effectivement, voilà, les bagues, tout simplement, les alliances, ce genre de choses qui se mettent à glisser, à ne plus tenir sur le doigt. Voilà, c'est quand même des professionnels aussi qui interviennent dans le quotidien des bénéficiaires à domicile et qui peuvent aussi avoir ce rôle d'alerte en cas de signes de dénutrition. Et c'est vrai que je me suis rendu compte lors de ces formations que malgré qu'on en parle, malgré qu'on soit en pleine semaine de la dénutrition, c'est la dénutrition, on en parle, tout le monde l'entend, mais personne ne sait vraiment ce que c'est officiellement. Et c'est vrai que les formations sont là pour expliquer et pour bien cerner ce qu'est la dénutrition. Donc voilà, on essaye d'avoir aussi des rôles d'informateurs de comment prévenir de la dénutrition pour tout professionnel qui intervienne à domicile, pour qu'ils puissent également avoir ce rôle d'alerte auprès de la famille, auprès des médecins, et tout de suite prendre en charge cette potentielle dénutrition naissante. On va également proposer aux aidants, tout simplement, des conseils d'enrichissement au niveau de nos plats. Donc voilà, après, comment enrichir leur alimentation. Donc nous, on couvre les besoins selon le GEM-RCN des personnes âgées, mais voilà, on peut aussi proposer aux aidants ou aux auxiliaires de vie des aides au repas, des solutions d'enrichissement pour pouvoir enrichir nos plats, donc par exemple les jaunes d'œufs ou ce genre de choses dans les potages. De la crème fraîche, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. On leur donne aussi des techniques pour des personnes qui ont voilà, qui se sentent seules à leur domicile. On va avoir aussi des conseils sur l'environnement au repas, qui est également très important à prendre en compte. Parce que voilà, une personne isolée, une personne seule, ou une personne qui mange devant la télé, qui ne fait pas forcément attention à ce qu'elle mange, ou il y a un sujet qui la contrarie, ça peut être aussi une des causes de la baisse d'appétit.
Donc, il n'y a pas vraiment que l'aspect nutritionnel d'alimentation, de manger à proprement parler, mais il y a aussi également tout l'aspect social qu'il y a autour, l'environnement social, qui peut être très, très important. Donc voilà, un changement d'environnement, une personne qui vient d'être placée dans une résidence ou dans un EHPAD, c'est sûr que ça fait énormément de changements, ou une personne à qui on vient de retirer les clés de sa voiture parce que elle ne peut plus conduire alors qu'elle a conduit toute sa vie, ça fait aussi des changements qui vont contribuer à une baisse d'appétit, une baisse de morale, et qui vont engendrer potentiellement de la dénutrition. Donc voilà, on essaye de couvrir un maximum, autant sur l'élaboration des repas que sur la livraison, que sur les formations, pour avoir un impact positif pour lutter contre la dénutrition et trouver des solutions au sein directement du domicile des personnes âgées et des équipes qui peuvent intervenir de professionnels ou tout simplement aussi les aidants. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et donc, les questions, vous pouvez soit via Vimeo, soit pour ceux qui sont sur Zoom, l'onglet questions et réponses. Et puis, on y répond soit à l'oral, comme je le ferai, soit même la possibilité de le faire par écrit. Agathe Reynaud-Simon l'a déjà fait sur une question. J'en profite juste parce qu'on promeut les différents outils qui se développent. Vous parliez du plaisir de l'alimentation, des recettes, etc. À l'occasion de la semaine donc, de la dénutrition, le collectif a réalisé en partenariat avec Silver Fourchette et France Alzheimer un livret de gourmands avec plusieurs semaines de recettes enrichies, très simples à faire, très sympathiques. Et donc, il est naturellement en ligne, téléchargeable sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition et à partager auprès de vos auxiliaires de vie. D'ailleurs, dans la campagne de SMS dont parlait tout à l'heure Daphna Mouchenik, je crois que c'est hier que les auxiliaires de vie des différents services qui ont participé à cette campagne, où tous les jours, les auxiliaires reçoivent un texto pendant la semaine avec un message d'information sur ce qu'était la dénutrition. Ils ont reçu hier ce petit livret. Donc, n'hésitez pas à vous en emparer, à le diffuser. Il existe en support papier aussi, mais le plus simple, c'est naturellement avec le numérique et vous le trouvez sur le site luttecontreladénutrition.fr. Voilà, je donne la parole à notre dernier intervenant, alors qui lui aussi a le regard sur à la fois un service de portage de repas, je crois que c'est à Béziers, monsieur Charnelet, et aussi un service un SAD, un service d'accompagnement et d'aide à domicile. Et vous êtes adhérent de la FEDESAP. Je vous cède la parole. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, donc là, je parle en le nom de la FEDESAP. Donc tout d'abord, bravo au collectif et en particulier à Agathe Reynaud-Simon et à Jérôme Gage, parce que c'est extrêmement efficace et excitant en fait ce qui se passe cette semaine. Les retours de terrain que l'on a au travers des aides à domicile qui reçoivent vos messages, des porteurs de repas et des partenaires, voilà, les fruits sont là. Donc bravo. Pour la FEDESAP, l'enjeu est clair, c'est un enjeu de santé publique. Voilà, si on parle des personnes âgées à domicile, on parle de 400 000 personnes âgées en situation de dénutrition aujourd'hui. Si on ne fait rien, cette population, elle va doubler démographiquement. Ça fera 800 000 personnes, horizon 10 ans, dénutries. C'est éthiquement pas acceptable et en plus, si on raisonne en termes de coûts et de santé publique, un naufrage. Donc, à problème majeur de santé publique doit en face se mettre une réponse massive. La bonne nouvelle, c'est que la FEDESAP porte le message que cette solution, elle existe. Et cette solution, c'est l'armée des aides à domicile. Cette armée, elle est silencieuse, elle est très majoritairement féminine, elle est très malheureusement invisible pour la majorité des gens, elle est extrêmement bienveillante. Et donc, cette armée bienveillante, on s'en est aperçu en 2020, en 2021 avec la crise du Covid. Elle fait au quotidien des choses remarquables et on peut compter sur elle. On peut compter sur elle et pendant le Covid, tous ceux qui gèrent des SAD ou des activités de portage l'ont bien vu, nous étions les seuls à rentrer au domicile. Les proches ne pouvaient plus y aller,
Les soignants étaient malheureusement débordés. Donc, qui a permis de contribuer à faire que les personnes âgées n'étaient plus seules, pouvaient s'alimenter, c'était les aides à domicile. Donc, on a montré en mode panique, urgence, qu'on était capable de le faire. Imaginez ce que ce serait si c'était structuré au niveau national et amplifié. Alors, si on rentre dans le détail de comment on pourrait encore améliorer le rôle des aides à domicile dans la prévention de la dénutrition. Alors, tout d'abord, pour revenir sur un certain nombre de points communs des interventions, on voit que c'est un travail collectif. C'est bien sûr le bénéficiaire au cœur, mais c'est tout l'écosystème, avec les aidants, avec les médecins, avec les IDE, avec les diététiciennes, avec tous les gens qui gravitent autour de la personne. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il y a l'état d'esprit, il y a la pathologie bien sûr, il y a l'envie, la convivialité, parce que pour arriver à ce que la personne mange, il faut qu'il y ait un certain nombre d'ingrédients, on va dire, qui soient mis en place. Et ce rôle de collectif appelle une coordination. Et donc nous, le premier message qu'on porte, c'est de dire les SAD sont l'acteur aujourd'hui le plus légitime pour porter cette coordination, parce que c'est notre boulot au quotidien. On gère en permanence ces problèmes de multi-acteurs autour de la personne à domicile. Et donc, les rôles des responsables de secteur, des assistants de secteur, même de la personne qui est au téléphone et qui peut détecter quelqu'un qui n'irait pas mal et pas le moral ou qui a changé ses habitudes. Cette coordination, elle implique tout le monde. Elle implique bien évidemment, ça a été beaucoup dit, les aides à domicile. On a parlé des auxiliaires de vie, elles sont au cœur, mais il y a aussi les autres fonctions d'aide à domicile, une aide ménagère qui ne serait peut-être pas là pour travailler dans les actes essentiels de la vie quotidienne, mais elle peut, et souvent c'est elle qui, très en amont, va pouvoir aborder le sujet, parce qu'elle a la confiance de la personne depuis parfois plusieurs années, voire dizaines d'années, et elle va détecter des changements de comportement, un repas qui a été jeté alors qu'il n'a pas été fini. Bien sûr, il y a le porteur de repas, on a vu un acteur tout à l'heure, qui ont un rôle remarquable, qui passent tous les jours, qui connaissent les habitudes à l'heure près, à la minute près. Il n'est pas rare d'avoir un appel en disant « Tiens, Karim, il n'est pas passé, il a 5 minutes de retard. » Voilà. Il y a un lien remarquable entre les porteurs de repas et leurs bénéficiaires. Et ils sont légitimes pour faire de la veille sociale, parler, aborder et détecter d'éventuelles situations de dénutrition. Alors après, si on se dit, mais comment concrètement rentrer encore plus dans le détail, il faut l'adresser, OK, appuyons-nous sur l'armée bienveillante des aides à domicile, d'accord. Et maintenant, comment on fait? Alors, comment on va faire? Déjà, c'est de reconnaître ce rôle. Et reconnaître aujourd'hui le rôle majeur des aides à domicile dans ce type de problématique, ça serait, je pense, juste, et en plus, un énorme élan pour motiver des gens à rejoindre notre secteur. Voilà. Donc, ça aurait un double effet qui se coule remarquable. Et de reconnaître ce rôle, ça permettrait de débloquer derrière un certain nombre de choses qui nous permettraient de progresser. On a beaucoup parlé de la professionnalisation, c'est remarquable, il faut continuer. Les outils proposés par le collectif, les formations proposées par certains des intervenants existent, mais on parle d'une armée. Donc, ce n'est pas 2, 3, 4 actions, c'est massif, c'est 1 million de personnes à former. Il faut que ce soit structuré et amplifié. Il faut très certainement améliorer la coordination avec les acteurs experts. On parle de la fonction diététicienne qui est centrale. Voilà, comment faire que derrière chaque SAD, derrière chaque acteur du maintien à domicile, il y ait un partenariat, soit en interne, soit en externe, avec des diététiciennes. On parle de reconnaissance de l'acte, parce que tout ça, il faut aussi le valoriser, prévenir, être acteur de veille sociale, porter un conseil diététique, coordonner. Tout ça, c'est du temps. Voilà, on sait que les SAD aujourd'hui ont du mal à trouver leur équilibre économique. Donc, quand on fait quelque chose, il est juste que cette chose soit valorisée, donc rémunérée. Et si on rentre dans les chiffres, et là, Agathe est intarissable, si on fait progresser la situation nutritionnelle d'une personne âgée, on va gagner beaucoup d'argent en termes de sous si c'est la seule chose qui compte. Et donc, payons un petit peu en amont et on y gagnera beaucoup en aval. Pour avancer dans ce qui peut être fait, il faut qu'on travaille sur de meilleurs outils. On voit se développer des bonnes initiatives autour d'APP, par exemple pour des IDE dans les Pays de Loire. Très bien. Donc, on va équiper les IDE d'APP pour détecter la dénutrition. Mais nos aides à domicile sont parfaitement capables d'utiliser des apps, certainement avec des questionnaires simplifiés qui existent, on en a parlé tout à l'heure.
Elles ont des apps au quotidien pour gérer leur planning, communiquer avec leur encadrement, valider leurs heures, reporter des problèmes divers et variés. Elles peuvent très bien, on peut très bien utiliser ces outils pour en fait, utiliser en fait, les informations que cette armée voit au quotidien. 1 million de personnes, ça fait 2 millions d'yeux. On en capte de l'info. Et donc, si c'est bien coordonné, on va pouvoir détecter plutôt des situations. Arrêtez de matraquer le portage de repas qui est très fragilisé en ce moment. Le portage de repas, c'est un métier qui est compliqué. D'abord parce qu'il fait face à une concurrence féroce et compliquée de la numérisation, l'augmentation de l'essence, bon, ça c'est des salaires, ça c'est on va dire un contexte, mais aussi des choses sur lesquelles l'État a la main. Par exemple, il y a des lois sur l'emballage des petites barquettes que l'on va livrer qui rendent quasi impossible le portage de repas en janvier si on veut le respecter, ces lois-là. Le matraquage sur les prix, les marchés publics font que les prix de portage baissent. Donc, on fixe un prix de marché pour les personnes âgées, ras les pâquerettes, quoi. Un repas, ce n'est pas entre 3 et 5 euros. Si on veut un bon repas qualitatif livré à domicile, on ne peut pas se fier au prix de marché qui, depuis des décennies, sont serrés par le produit. On doit pouvoir travailler au développement de cuisines centrales qui ne fassent pas du portage de repas que dans une petite partie des repas pour les cantines, mais qui développent des parties de portage de repas beaucoup plus spécifiques pour les personnes dépendantes. On voyait tout à l'heure le rôle de l'animation. Là, je change de sujet. L'animation en structure, on voit tous ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que l'animation et la prévention physique d'une personne dépendante à domicile? C'est très compliqué à organiser. Donc là, il y a toute une question autour de l'animation des personnes à domicile en intrastructure ou en inter-SAD pour contribuer. On voyait tout à l'heure, Agathe nous a bien présenté qu'est-ce qui permet de contribuer à une bonne nutrition, à l'activité physique, et on va rajouter même le moral, il contribue largement, et donc l'animation. Si on rentre dans des points un peu plus précis, tout le rôle des aides à domicile autour des alimentations entérales, on en a parlé, sont des choses qui sont des zones grises qu'il faudra aussi probablement adresser. Voilà. En synthèse, on a un enjeu de santé publique et une vision au-delà de la santé publique, de la société, du rôle de nos aînés et de leur bonne santé qui est massive. 400 000 personnes dénutries à domicile aujourd'hui. Il faut qu'on fasse une réponse massive. Et les SAD sont cette réponse. Et donc, mobilisons-nous, faisons notre coming out et motivons les politiques pour nous donner et les moyens et les outils pour valoriser le rôle de ces femmes et de ces hommes qui, au quotidien, font un travail remarquable. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est admirable sur le timing parfait. Donc, moi, je voudrais juste rebondir sur une question qui embrasse plusieurs de celles qui ont pu nous parvenir. Il y a cette question en fait du plaisir de l'alimentation, du goût à donner aux personnes concernées, donner l'envie de manger pour le faire. Et quel est le rôle à la fois que les auxiliaires de vie, parce que c'est le même type de problématique à la fois pour l'auxiliaire de vie et pour les aidants, pour pouvoir redonner ce goût. Et Agathe Reynaud-Simon, alors je ne sais pas si certains d'entre vous veulent y répondre, mais Agathe Reynaud-Simon qui a dû nous quitter parce qu'elle a sa consultation qui démarrait là à 14h, avait pris le temps de répondre et elle insistait sur le point qu'il faut, par exemple, l'acte d'achat des courses, accompagner la personne dans les courses pour que la personne puisse choisir elle-même ce dont elle a envie. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous ont dit ce qui était très important, c'était la notion de choix. À d'autres endroits, le collectif de lutte contre la dénutrition, il agit beaucoup, notamment pour qu'on puisse avoir le choix de ce qu'on mange, notamment à l'hôpital ou en EHPAD. Et parce que quand on choisit, déjà, il y a une démarche positive pour aller vers l'alimentation. Donc, faire les courses, choisir, varier les couleurs dans l'assiette et mettre un peu de piquant, si j'ose dire, saler raisonnablement, ajouter de l'huile ou du beurre, ne pas limiter les desserts sucrés, se faire plaisir, y compris avec des desserts sucrés, les entremets de type gâteau de riz, de semoule, les collations plaisir. Et puis moi, j'ajoute un point pour y avoir travaillé dessus sur les questions d'isolement des personnes âgées. Être seul, c'est jamais un vecteur, un facteur qui va aller vers le plaisir de l'alimentation. Et donc,
lutter contre l'isolement, c'est aussi lutter contre la dénutrition. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, nous, mis en place des actions avec les petits frères des pauvres. Et je le dis parce qu'on l'oublie parfois, les professionnels, notamment du domicile, ils sont les premiers vecteurs avec les familles, quand elles sont là, de cette mission de lutte contre l'isolement. Parce qu'en plus du geste technique qu'ils vont pouvoir exercer, ils sont aussi là pour faire du lien social et aussi participer à ce plaisir de l'alimentation. Voilà, sur quelques-uns des points, je ne sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut le compléter, mais comme on s'était dit 14 heures, je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter un mot, et sinon on va s'en tenir là en remerciant les différentes fédérations du domicile qui participent à la semaine de la dénutrition. Je les recite, l'ADMR, ADDOM, la FESP, la FEDESAP et l'UNA, et puis tous les autres acteurs du domicile, bien évidemment, notamment dans les CCAS, dans d'autres fédérations, dans d'autres associations. C'est un long chemin qui est devant nous, de toute façon, ce chemin d'acculturation. Ce n'est que la 2e semaine nationale de la dénutrition, mais on a déjà le sentiment que les choses bougent un petit peu. Et vraiment, je vous en remercie toutes et tous, les unes et les autres. Voilà, merci beaucoup. Pour ceux qui le peuvent, d'autres webinaires. Ce soir, il y a un plateau de la Fondation Corian sur le sujet. Enfin, le programme complet sur le site Lutte contre la dénutrition. Et nous, on se retrouve dans les webinaires co-organisés avec notre partenaire Idealco demain à la même heure. Et cette fois-ci, on fera un tour de France des initiatives de lutte contre la dénutrition avec l'ensemble des gérontopoles de France qui vont chacun nous présenter les actions qui ont pu être menées dans les différentes régions qui sont couvertes par ces gérontopoles. Donc, rendez-vous demain à, je crois que c'est 12h30 ou 13h, mais regardez sur le site luttecontreladénutrition.fr. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.